Le mot désolé, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, n'est-ce pas? Un outil social super important. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça devient plus qu'un mot, quand ça devient un réflexe, une sorte de béquille? Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie vraiment surprenante qui se cache derrière le besoin de s'excuser, même quand au fond, on n'a absolument rien à se reprocher. Pensez-y une seconde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire pardon alors que ce n'était clairement pas de votre faute? Si la réponse est oui, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. C'est un phénomène qui est beaucoup plus commun qu'on pourrait le croire. Et ça nous en dit long sur comment on fonctionne. Les exemples, ils sont partout. Imaginez, quelqu'un vous rentre dedans sur le trottoir et c'est vous qui lancez un « excuse-moi » ou en pleine réunion, vous voulez juste poser une question simple et ça commence par « désolé de vous déranger, mais avoir une opinion différente ». Ouf, ça aussi, ça vient souvent avec un « je suis désolé, mais je pense que… ». C'est des classiques, hein? C'est comme si le mot « désolé » devenait une permission qu'on se donne pour exister. On pourrait quasiment appeler ça le réflexe du désolé. Et la vraie question, la question de fond, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin de s'excuser juste pour exister, pour prendre de la place ou juste pour avoir un besoin? Pour vraiment comprendre ce réflexe qu'on a à l'âge adulte, il faut faire un petit voyage dans le temps. La plupart du temps, la réponse se trouve dans l'enfance. C'est là que tout ça a commencé, que les schémas se sont installés. Alors, on va regarder un premier profil psychologique qui mène souvent à ce genre de comportement. C'est ce qu'on appelle en anglais le people pleaser, la personne qui cherche toujours à plaire. C'est un pattern où, très jeune, on apprend que notre valeur, eh bien, elle dépend de notre capacité à aider les autres, à leur être utile. Essentiellement, c'est un enfant qui intègre l'idée que sa valeur n'est pas inconditionnelle. Non, elle est conditionnelle. Elle est directement liée à sa capacité de deviner et de combler les attentes de tout le monde autour, les parents, les profs, les amis. Dans ce genre de dynamique, l'amour et l'approbation, ça se gagne. Ce n'est pas un dû. OK, maintenant, regardons un deuxième profil. En apparence, il peut sembler complètement différent, mais vous allez voir, il mène pas mal au même endroit. C'est ce qu'on pourrait appeler l'archétype de l'enfant ignoré, celui qui apprend que sa valeur, c'est de ne pas déranger, d'être invisible. La leçon que cet enfant apprend, elle est assez directe. Ses propres besoins, ça passe en deuxième. Il comprend vite que pour être accepté ou juste toléré, il faut à tout prix éviter d'être un poids pour les autres. Donc, le silence, l'autonomie, ça devient des stratégies de survie. Le but, ne pas déranger, ne pas prendre de place. Donc, ce qu'on voit ici, c'est deux chemins complètement différents, mais qui aboutissent à la même insécurité. D'un côté, on a le conciliateur qui est dans l'action, dans le service. Sa valeur, c'est son utilité. De l'autre côté, on a l'enfant ignoré qui est dans la passivité, dans l'effacement. Sa valeur, c'est de ne pas être un inconvénient. Le premier a peur d'être inutile, le deuxième d'être un fardeau. Mais au bout du compte, la croyance de base, elle, est la même. Ma valeur n'est pas garantie, elle est conditionnelle. La question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un mécanisme de survie de l'enfance à un réflexe quasi automatique à l'âge adulte? Eh bien, c'est un processus graduel où l'insécurité petit à petit prend toute la place. Le cheminement, il est souvent assez prévisible. Ça commence avec cette leçon apprise dans l'enfance, ma valeur dépend de quelque chose d'extérieur. De là, une insécurité profonde s'installe. Juste le fait que je sois là, ça dérange. Et finalement, ça devient cette habitude à l'âge adulte qui s'infiltre partout, dans les relations, au travail, ce besoin constant de s'excuser comme si on devait justifier son propre droit d'exister. Et cette phrase-là, elle résume parfaitement l'idée. Quand on s'excuse tout le temps, c'est rarement parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est plutôt le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, ce sentiment d'être toujours de trop, de déranger. Bon, maintenant qu'on a vu d'où ça pouvait venir, retournons à l'acte lui-même. Quand une personne s'excuse sans arrêt, qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est quoi le message caché derrière ce désolé constant? Et c'est vraiment ça la clé pour tout comprendre. Pour la personne qui s'excuse trop, le mot « désolé » n'est pas vraiment un aveu de culpabilité. C'est bien plus une demande d'acceptation faite à l'avance. C'est une manière de dire « s'il vous plaît, ne me rejetez pas juste parce que j'ai pris un peu de place ou parce que j'ai un besoin ou juste parce que je suis là. » Finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est « et si ce désolé n'était pas une excuse, mais plutôt un bouclier? Un mécanisme de défense qu'on a bâti il y a très longtemps pour se protéger. Se protéger de la peur de déranger, de déplaire ou peut-être juste de la peur de ne pas être à la hauteur.